Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Hassel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Dans le 3e épisode de cette série consacrée au théâtre, je reçois l'auteure et metteuse en scène Eva Doumbia. Fille d'un ouvrier et d'une mère enseignante, avec des origines africaines et françaises, ses spectacles se nourrissent de ces mélanges de classe et d'origine. Comme elle le dit si bien d'ailleurs, elle fait de la dramaturgie d'assemblage, une dramaturgie qui questionne les différentes formes de mixité, qui mélange les différents genres artistiques et qui croise aussi les langues urbaines comme le verlan, le nushi ou encore le bambara. Son premier roman, Ange fêlé, est publié chez Vent d'ailleurs en octobre 2016. J'ai échangé avec Eva Doumbia en octobre 2020 dans le cadre de la représentation de sa pièce à Berlin, le Jansch, qu'elle a elle-même écrite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Eva Doumbia. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour échanger sur votre travail en tant qu'autrice, metteur en scène. Déjà pour commencer, pour ceux qui vont nous lire ou nous écouter, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots qui vous êtes? Alors, je suis metteuse en scène et autrice. Je suis aussi parfois sur scène en tant qu'on va dire comédienne, mais plutôt, on va dire que je suis plus souvent quand je suis sur scène, c'est plus de l'ordre de la narration et de la performance, puisque je dis souvent que je ne joue pas de personnage. En fait, dans les derniers projets dans lesquels j'ai joué, qui étaient souvent des choses que j'ai mises en scène moi-même, je suis là avec ma parole. Je suis là avec ma parole de metteuse en scène et d'autrice, en fait. Voilà. Donc, ou parfois de maître de cérémonie. Je suis née en France, je suis née en Normandie, d'un père ivoiro-malien, enfin avec une histoire un petit peu compliquée qui commence au Mali et qui se termine en Côte d'Ivoire, et d'une mère française originaire de Normandie. Fille, alors mon père biologique était étudiant. Et mon père adoptif, celui avec qui j'ai vraiment grandi et qui m'a élevée, qui était ivoirien, lui était ouvrier jusqu'au dans les années au milieu des années 80 où il a ouvert un restaurant. Ma mère était à la retraite assez rapidement. Elle était à la retraite jeune de l'enseignement et ils ont ouvert un restaurant. Donc voilà, ma mère étant elle-même fille de cheminot. Donc en fait, on va dire que je me situe à l'intersection d'un monde ouvrier, d'un monde d'immigrés, d'un monde étudiant et d'un monde de la pensée, de l'enseignement aussi. Et j'ai commencé le théâtre assez naturellement après avoir eu petite fille des activités artistiques, danse, musique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de choses quand j'étais gamine. Parce que j'ai fait beaucoup de choses parce que j'ai grandi dans une ville communiste où la culture était gratuite. D'ailleurs, qui était jumelée avec une ville qui est à côté de Berlin qui s'appelle Teltow. Voilà, donc il est toujours d'ailleurs en fait. Voilà, donc j'ai grandi dans un environnement, on va dire, à la fois ouvrier et en même temps rural parce qu'on n'était pas très loin des champs. Et ce que je décris d'ailleurs dans le texte, et puis dans un environnement blanc, prolétaire, où ma famille avait un statut un peu particulier parce qu'à la fois nous étions les seules personnes noires
mais plus largement racisée de la commune, qui fait aujourd'hui qui est aujourd'hui composée de 9000 habitants. Et en même temps, on était une famille un peu mixte aussi du point de vue social, puisque ma mère était instite, ce qui à l'époque était on va dire les instituteurs étaient on va dire l'élite de la classe ouvrière, puisque je ne sais pas si on peut appeler ça élite, mais on va dire qu'il y avait une reconnaissance en fait de la profession dans le milieu d'origine de ma mère, puisque mon grand-père était cheminot et puis ma grand-mère était femme au foyer en fait. Voilà, donc on va dire que à la fois on a traversé pas mal de barrières et en même temps on était aux intersections de tout. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai grandi dans une cité HLM jusqu'à l'âge de 12 ans. Mmh. Et puis après, comme la ville proposait des terrains, soutenait en fait financièrement les familles pour qu'elles puissent accéder à la propriété. Donc en fait, on va dire que sur la fratrie, on était 4. Sur 2, on est 2 à avoir connu les HLM et 2 autres à avoir connu pratiquement que la zone pavillonnaire. Mais on parle bien d'une zone pavillonnaire qui est à la limite de la cité, c'est-à-dire on était à 5 minutes en fait à pied des HLM en vérité. On fréquentait le collège qui était juste à côté. Et ensuite, je raconte tout ça parce que ça peut aussi éclairer le texte que vous allez lire en fait. C'est qu'ensuite, à partir de la seconde, j'ai commencé à changer un petit peu de milieu dans la mesure où je suis allée dans un lycée où il y avait que des bons, donc en fait que des bons, ça veut dire des gens qui ont accès au savoir et donc forcément j'étais dans un lycée un peu bourgeois. Mais c'était pas le plus bourgeois du coin. Et ensuite, il y a eu les études à Aix-en-Provence où là, j'ai eu quelques petits chocs qui ont continué jusqu'au conservatoire. Où là, quand je suis arrivée au conservatoire, j'étais en section mise en scène. J'avais déjà plus de 30 ans et j'avais déjà compris comment ça marchait. On va dire les questions de classe sociale. Mmh. Donc voilà. En fait, on va dire que je suis métisse, on va dire ethniquement, culturellement, mais également du point de vue social et sociétal. Mmh. Voilà. Mais c'est très riche. Est-ce que vous prenez tout ça, toutes ces expériences pour les mettre dans dans vos spectacles, parce que vous avez une longue carrière, hein? Oui. Alors je travaille beaucoup sur des projets hybrides. Alors, Le Yin, ce n'est pas un projet hybride. Le Yin, j'en ai vraiment sur quelque chose sur un texte qui est presque avec une facture classique et je l'ai voulu. On va dire dans mon travail, il y a 2 axes. Il y a l'axe avec une dramaturgie relativement classique, avec des personnages, des actes, etc. Des mises en scène qui sont faites pour du frontal. Mmh. Et puis, en même temps, il y a tout un travail d'ailleurs pas forcément pour du frontal, puisque j'ai monté Édouard Bond, par exemple, où c'était pas du frontal, c'était en circulaire. Puis il y a aussi une partie de dramaturgie d'assemblage où je vais croiser plusieurs disciplines. Alors par exemple en projet, j'ai Autophagie qui devait se créer pendant le Festival d'Avignon et étant donné que le festival a été annulé, c'est reporté on fera une avant-première déjà au mois de mai et puis on créera plus tard. Autophagie, c'est un spectacle qui croise la littérature, le théâtre, la musique et la cuisine, parce qu'en fait, on parle des aliments, en fait, et on travaille. Et sur scène, nous sommes 4, 2 personnes de la scène du théâtre, une comédienne et moi-même, un musicien et un chef cuisinier africain. Et en fait, à partir de ces différents éléments, on constitue une espèce de rituel qui raconte l'histoire coloniale de la nourriture. Donc ça fait partie de ce que j'appelle moi la dramaturgie d'assemblage, c'est-à-dire à partir de différentes matières, comment est-ce que je peux construire un spectacle. Donc j'ai ces 2 axes-là. Auparavant, j'avais fait une adaptation de Leonora Miano à partir d'ailleurs, je pense que c'est ce spectacle-là qui a donné lieu, qui s'appelait Afropéenne. Oui. Oui, je l'avais lu, oui. Voilà, donc j'ai fait une mise en scène de ce spectacle-là. Et puis encore avant, j'avais fait un travail
sur les cheveux, justement, il y a une dizaine d'années, qui était un cabaret qui s'appelait Moi et mon cheveu, le cabaret capillaire, avec des textes de Bibi Chmoumbou et puis quelques textes en fait qui étaient un peu récupérés ici et là. On était 11 sur scène, il y avait des danseuses, des chanteuses, et il y avait beaucoup de chanteuses. C'était un vrai cabaret, donc avec cabaret, plumes et cheveux. Et puis il y avait aussi une coiffeuse sur scène en fait avec moi qui faisait plusieurs choses. Donc en fait voilà, donc il y a deux axes. Là le yinche dont on va parler, c'est plutôt un travail qui est on va dire classique, même si à l'intérieur de l'écriture, je croise différents modes de langage, c'est-à-dire qu'on va à la fois j'écris des monologues qui sont plutôt poétiques, qui agissent, qui constituent ce qui constitue, on va dire, le cœur ou le coryphée de la tragédie. Et ça va croiser des dialogues qui sont des dialogues très quotidiens qu'on pourrait jouer dans un film. D'ailleurs, la question du cinéma s'est posée souvent, et à chaque fois, je dis non, parce qu'en fait, il y a quelque chose de très littéraire finalement dans le texte, qui fait que le spectacle pourrait pas être transformé en scénario, sauf si on enlève toute cette partie-là, en fait. Voilà. D'accord. Justement, parlons-en. Le yinche. J'ai du mal à le prononcer, le titre, parce que c'est le chien en l'envers. C'est un mot assez, comment dire, surprenant. Alors, pourquoi déjà le chien le chien et mais le yinche, en fait, c'est certaines personnes, certains jeunes disent le yinche, en fait. Ah d'accord, je suis de la vieille école. Non, c'est du verlan. D'accord. C'est le chien en verlan, en fait. Il y a des gens qui utilisent le mot pour dire le chien. Donc le yinche, en fait, c'était pour affirmer l'identité, on va dire, urbaine des personnages, des jeunes qui sont les personnages principaux. Et puis aussi parce que de ce chien, il y en a pas en fait dans la pièce. C'est le désir du chien en fait. Donc en fait, non, il n'y a rien inventé. Alors il y a quelques inventions, mais en vérité pas tant. Ce qui se passe, c'est que je croise des expressions nouchi de la Côte d'Ivoire. Des mots qui viennent du bambara. Ou des fois, je bambaraïse certains mots français. Donc en fait, il y a mais en vérité, je vais aussi, je sais qu'il y a certains endroits où ça m'amuse d'utiliser des tournures qui sont presque du Moyen-Âge en fait, ou d'utiliser des mots au sens premier, c'est-à-dire par exemple le mot inouï, je l'utilise au sens propre, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire incroyable, ça ne veut pas dire quelque chose qui ne se croit pas, ça veut dire quelque chose qui ne s'est pas entendu. Quelque chose qu'on n'a pas encore entendu. Donc voilà, c'est un truc il y a tout un travail parce que j'ai une formation de théâtre, mais j'ai une formation de lettres et j'ai une appétence pour la littérature, et donc ça m'intéresse beaucoup aussi d'utiliser, de jouer avec le langage et avec les mots. Oui, je serais très curieuse de savoir comment les Allemands ont réussi à traduire ces spécificités-là. Je trouve que côté créatif, c'est assez intéressant. Donc, j'irai voir le spectacle. Alors, il s'avère que je parle pas allemand, je parle plus allemand, mais je l'ai parlé puisque j'ai fait allemand première langue. Oui. Donc, je suis assez curieuse de voir parce que finalement, j'ai pas reçu beaucoup de questions. Et les premières questions, il y a eu un moment donné, j'ai donné une indication qui était pour moi très importante, c'est de ne pas chercher. J'espère que ça a été respecté, parce que du coup j'ai laissé le travail d'écriture se faire du côté allemand, puisque la traduction c'est une forme d'écriture. J'étais assez curieuse. Je suis curieuse parce que je me demande comment elle s'est débrouillée avec ça, puisque pour moi ce qui était important, c'est de ne pas transposer la fiction en Allemagne, puisque l'Allemagne n'a pas la même histoire coloniale que la France avec les pays, et que la question migratoire et la question des quartiers populaires n'est pas la même, puisqu'elle n'est pas associée à cette question, avec cette histoire coloniale. Tout à fait. Donc pour moi c'était très important de garder cet ancrage français, et pour moi c'est important, ce qui m'intéressait aussi, c'est que des Allemands, des pays autre que la France soit mise au courant de ce que nous on peut vivre dans ce pays
et sur ces territoires. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce texte, le Yinche? J'ai écrit le texte que je cherchais pour que je cherchais comme metteuse en scène. Disons que j'avais écrit d'autres textes. J'avais écrit dans les années 80, fin des années 90, en 99-2000, quelques textes de théâtre, mais qui étaient plutôt qui étaient des bouts de textes qui étaient prévus pour des performances plutôt, ou des choses qui étaient moins classiques dans la facture. Je ne trouvais pas de texte qui parle de la famille noire française écrite par un noir ou une noire. C'est-à-dire que mais peut-être qu'effectivement un Français l'aurait écrit, parce que oui, il y a Kofi Kouaoulé qui a écrit Bintou, qui a un très beau texte. Mm-hmm. Mais je cherchais ça. Alors, il y avait j'ai travaillé à partir des écrits de Leonora Miano. Mais d'une part, il y a un moment donné, c'est devenu compliqué, la collaboration et on va dire a cessé pour des raisons X ou Y. Mais en même temps, même si j'ai adoré travailler sur Afropéenne, ces textes, c'était les textes d'écrits pour la parole, hein, qui parlent de la femme noire française, même si j'ai trouvé ça vraiment très important de trouver ces textes-là qui parlent de la femme noire en France. Il y a quand même quelque chose qui me semblait pas précisément situé, c'est-à-dire que c'était encore un point de vue de quelqu'un qui ne connaissait pas, par exemple, l'école maternelle en France. Qui ne connaissait pas ce vécu d'être une personne noire dans une école maternelle en France. Voilà. Donc je cherchais ce texte-là. Je cherchais un texte aussi, on pourrait parler des violences policières du point de vue des garçons. Mmh. Et donc, il s'avère que j'avais écrit un autre texte précédemment qui a été publié chez Vendailleurs, et que ça m'a un peu ouvert la possibilité d'être autrice de mon propre théâtre. Voilà. Et parce que juste là, vous aviez toujours été metteur en scène. Metteuse en scène, et j'adaptais. J'adaptais pour faire entrer, on va dire, l'univers des auteurs dans un projet qui était le mien. On va dire que j'étais une metteuse en scène qui était autrice, en fait, du plateau, mais à partir de la langue et de textes d'autres personnes. Oui. C'était pour ça que je parle aussi de dramaturgie d'assemblage. Et là, donc, ce qui se met en place actuellement, c'est beaucoup plus, on va dire, des textes qui sont écrits par moi et qui sont pensés dès le départ pour le plateau. Voilà. Alors, l'une des thématiques, sinon, je dirais, la thématique principale de ce texte, c'est la violence policière, si j'ai bien compris. Non, il y a deux thématiques, en fait, qui se croisent, parce qu'on parle pas de la violence policière. On en parle. En fait, la violence policière, elle est présente tout le temps, c'est-à-dire qu'on énonce le nom des personnes qui ont été tuées par la police depuis entre 2005 et 2016. Mais la thématique, c'est la famille noire en France. D'accord. Et ce que ça implique, c'est-à-dire la violence à l'intérieur de la famille, l'absence de compréhension entre les générations, quand la génération vient d'un pays et que les enfants sont français, les ruptures de communication, les silences, les non-dits, comment l'exil est vécu par les descendants, et les questions de genre aussi sont évoquées. Non, ça évoque beaucoup plus largement la famille noire française, avec plusieurs, on va dire, avec plusieurs ramifications. Oui, donc en fait vous allez chercher les intimités entre les différents types de noirs. Alors il y a 3 garçons, en fait, il y a 3 garçons et une fille de même génération, de même âge. On les suit entre 10 ans et 21 ans, entre 10 ans et 20 ans. Oui. Il y a donc le personnage principal, Idrissa, donc c'est quelqu'un qui aspire à la banalité, à une espèce de normalité blanche, c'est-à-dire le pavillon, enfin ressembler aux images qu'on lui offre dans la télévision. Il y a sa sœur jumelle. J'ai voulu qu'ils soient jumeaux pour qu'on voit les écarts entre la fille et le garçon, en fait.
sur plusieurs générations, sur plusieurs années, donc de même âge. La fille qui travaille, qui cherche à partir, etc. Donc un personnage qu'on connaît, que je connaissais moi aussi déjà en tant que metteuse en scène, pas en tant que personne évidemment, mais en tant que metteuse en scène aussi que je connaissais déjà, qu'un personnage que je connais en fait, la jeune femme noire. Et puis il y a les amis en fait. Donc il y a le garçon qui a une mère blanche. Alors je voulais pas qu'il soit métis parce que je voulais pas trop de parce que le métissage ça implique d'autres questions. Oui. Mais je voulais parler donc qu'il est un garçon noir adopté par une personne blanche. Mm-hmm. Et puis il y avait l'ami arabe en fait. Du garçon, puisqu'on vit dans une société où les gens, en fait, ils se retrouvent entre personnes racisées, en fait, pas forcément. Voilà. Donc, en fait, on a ces 4 jeunes qui sont quand même centraux, et puis on a les parents. Mais les parents qui, finalement, s'expriment très peu, qui s'expriment chacun, qu'à un moment donné, le père s'exprimera vraiment qu'à la fin. Avant, on va le voir dans son rôle de despote domestique. Et puis, la mère, on va la voir à la fois soumise, mais en même temps, à un moment donné, elle est loin elle est sans le père, et en fait, on l'entend s'exprimer sur la condition des femmes. Elle ne parle pas d'elle, elle parle d'une autre femme. Mmh. Alors, justement, en parlant d'afropéanité, est-ce que ce que vous représentez dans ce texte-là est pour vous le concept d'afropéanité? Alors, être afropéenne, c'est pas un concept, c'est un état, c'est-à-dire que ces personnages comme moi-même sont à la fois des personnages, des personnes, enfin les personnages comme moi-même, on est à la fois africain et à la fois européen. On est surtout européen. Moi, je suis surtout européenne dans la mesure où j'ai grandi en Europe, etc., etc. Et effectivement, il s'avère que j'ai des origines africaines et que moi, j'ai choisi d'en faire quelque chose et de les assumer, ces origines. Mmh. Donc, c'est pas un concept, c'est un. Alors après, la première fois que j'ai entendu parler de ce mot, effectivement, c'est par Leonora Miano qui l'a théorisé. Je suis pas sûre qu'on entende forcément la même chose quand on emploie cette chose-là, mais pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est un Européen avec des origines subsahariennes ou africaines. Des origines africaines, donc qu'elles soient plus ou moins lointaines, c'est aussi factuel que ça. C'est-à-dire que moi, je vais pas en faire, pour moi, le Yinche, c'est pas le manifeste des Afropéens de France. C'est, alors parce que la presse française, il y a 2 articles de la presse française qui ont appelé mon spectacle une pièce manifeste. Si elle est manifeste quelque part, ma pièce, c'est qu'elle est manifeste parce qu'elle revendique la présence sur les plateaux de personnages, de décors, d'intérieurs même qui sont très peu représentés. Mais disons que c'est pas un manifeste théâtral. D'accord. En préparant notre échange, je suis tombée sur une interview que vous avez faite où vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée et que j'aimerais mieux comprendre puisque j'ai la chance de vous avoir aujourd'hui en face. Alors, vous avez dit, je cite, « L'exposition est plus forte quand on est auteur que quand on est metteur en scène ». Oui, parce qu'en fait, quand on est metteur en scène, on peut toujours en fait s'en référer à l'auteur. Alors que quand on est auteur ou autrice, on met quand même beaucoup de soi à l'intérieur. Et en fait, là, je l'ai réalisé parce qu'il y a une critique qui était pas entièrement positive parce que la plupart des critiques étaient plutôt très enthousiastes. Celle-ci était, et je vois comment on peut être vraiment très blessé en tant qu'auteur, beaucoup plus que par quand on met en scène. Que quand on met en scène. Oui. Alors évidemment, moi je sais que ça m'est arrivé de pas me réveiller, justement après la création d'Afropéenne, où les retours de la presse et le public étaient très violents en fait. Ça m'est arrivé de pas arriver à sortir du lit le lendemain. Vraiment. Oui, parce que c'était très 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 violent. C'était vraiment lié à la violence de ce qu'on avait reçu, de ce que j'avais reçu, puisque c'était vraiment la mise en acte en fait qui avait été attaqué. Là, c'est beaucoup. Là,
je vois en fait que ce qui est attaqué et ce qui est attaqué, c'est vraiment quelque chose d'intime. Par exemple, quand je lis qu'une critique, que quelqu'un que j'apprécie par ailleurs écrit que la poésie est artificielle, bah ça va me faire. Il y a quelque chose parce qu'en fait, on met tellement de soi, et on met tellement de son imaginaire et de son propre inconscient en fait dans l'écriture quand on est sincère, que ça peut être très très blessant. Je voulais que vous donniez votre avis sur la parole des femmes après le mouvement MeToo et comment, en tant que femme noire, on voit ce mouvement. Est-ce que ça nous concerne en fait? Voilà. Je pense que ça nous concerne. Après, c'est très compliqué parce que on connaît toutes le patriarcat dans nos sociétés, que ce soit justement dans les sociétés africaines comme afropéennes, ou afrodescendantes, on connaît vraiment le patriarcat et on a toutes des tas d'histoires affreuses. Après, ce qui est plus compliqué, je crois, c'est alors là, c'est en tant que femme et pas en tant que femme noire que je vais parler. C'est que je pense que la réponse, elle se situera pas dans la culpabilisation des hommes, mais dans la prise en main de notre propre sexualité. C'est-à-dire avant d'apprendre à dire non, il faut apprendre à écouter ses propres désirs, et c'est-à-dire il faut apprendre à être celle à qui on dit oui ou non. C'est-à-dire que tant qu'on apprendra aux filles, par exemple, à ne pas faire le premier pas, qu'elles doivent être patientes et attendre. Je veux dire, on peut pas reprocher aux garçons et aux hommes de ne pas entendre un non ou un silence comme un oui, dans la mesure où le oui et la demande n'est presque jamais formulé. C'est-à-dire que dans notre éducation, on nous apprend à être objet et non pas à être sujet. Et je pense qu'en fait, dans l'éducation des femmes, ce qu'on doit faire en premier, c'est leur apprendre à manifester leurs désirs. Et là, et une fois qu'on aura manifesté nos propres désirs, on pourra à ce moment-là parler d'égalité. Et pour tout vous dire, c'est le sujet sur lequel je vais travailler là tout de suite. Ok, ben c'était parfait alors. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.